Chers amis, avant de laisser notre première présentation d'ouverture, je rappelle à toutes celles et ceux qui sont venus avec un reste de petit déjeuner de ne surtout pas oublier les gobelets en quittant la salle. Je vous remercie. Magnifique. Je stresse une introduction comme ça. Bonjour à tous. Donc tout d'abord, je vais remercier quand même le comité de pilotage du CNRUT de me donner l'opportunité de présenter mes différents projets de recherche aujourd'hui ici. Et donc je vais vous parler de revêtement anti-fouling ce matin. Alors, je suis enseignant-chercheur en Bretagne, à l'Université de Bretagne Sud, au LBCM et à l'UT HSE de Lorient. Alors, la Bretagne, c'est un peu comme ici, vous pouvez voir sur les photos, il y a la mer, il y a un ciel bleu. Bon, quelques degrés de moins, je suis d'accord. Mais sur les photos, ou alors les Bretons sont très bons en Photoshop. Mais ça, on ne le dira pas. Au niveau du LBCM, donc le laboratoire de biotechnologie et chimie marine, on travaille énormément sur ce qu'on appelle la dynamique du biofilm et les bioprotections. Moi, je m'intéresse surtout à la partie sur le lien entre l'hétérogénéité d'une surface et les interactions surface-cellule. Je vais vous expliquer par la suite ce que c'est. Alors, pour mettre en contexte, en fait, il faut savoir que dès qu'on immerge une surface dans l'eau, il y a un processus de colonisation qui se crée. Et ce processus, il est très rapide. Comme vous pouvez le voir, dès les premières secondes, il y a un dépôt de bactéries qui vient de se faire à la surface. Et ce processus, en plus d'être rapide, il devient très rapidement irréversible. Dès les premières minutes, on a des bactéries adhérentes qui arrivent. Et en quelques jours, quelques mois, on va avoir l'apparition d'algues, d'invertébrés, et donc tous les organismes en croûtant et une adhésion irréversible. Alors c'est ce qu'on appelle le biofouling. Alors le biofouling, ça a des conséquences économiques et environnementales. Il faut imaginer que sur une coque d'un bateau, si vous avez le développement d'algues et d'invertébrés, ça va alourdir le bateau, ça va augmenter sa consommation, ça va aussi endommager sa coque. Sur des objets flottants comme des sondes ou des bouées, ça va vous poser des problèmes de flottabilité. Mais surtout au niveau environnemental, et ça, vous l'avez peut-être vu en arrivant ici à La Réunion, on vous a demandé si vous apportiez quelque chose avec vous, des fruits, des légumes. En fait, on parle d'espèces invasives. Et il faut savoir que la première cause d'import d'espèces invasives, c'est par la mer, c'est le transport maritime. Et il faut savoir que les organismes, par exemple, présents à Lorient, en baie de Lorient, les bactéries, les algues, peuvent être des espèces invasives une fois arrivées à La Réunion. Donc pour cela, on utilise des solutions pour protéger la coque des bateaux. Alors, il existe plein de solutions, mais les solutions les plus utilisées aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les peintures anti-fouling. Ces revêtements, ces peintures qu'on met sur la coque des bateaux. Pour faire simple, il y a deux grands types. Il y en a un qui utilise des molécules actives qu'on va appeler des biocides. Ces molécules, elles vont, je vais dire assez simplement, détruire les organismes présents à la surface des revêtements. Et de l'autre côté, on a ce qu'on appelle les fouling release coating, les FRC. Ce sont des revêtements avec des propriétés de surface qui fait que la surface est inhospitalière, limite l'adhésion, et avec un frottement de l'eau, par exemple, lors de la navigation, il va y avoir un nettoyage de la coque. Alors bien sûr, ces solutions, elles ont des avantages, des inconvénients. Pour une, avec les biocides, c'est très efficace. L'autre, son avantage, il n'y a pas de biocides. Et au niveau des inconvénients, les biocides, ça va avoir un impact environnemental. Et il faut savoir aussi qu'il y a toutes les nouvelles législations européennes, dont la directive biocide, qui régulent leur utilisation. Et par rapport au FRC, vu qu'il y a besoin d'un nettoyage pour enlever les organismes, ça aura une faible efficacité en immersion statique sur les bouées, sur les pontons, pour les bateaux. Et aussi, on le verra par la suite, il y a une possible libération d'additifs non dégradables qui sont introduits dans ces peintures-là. Alors, nous, pour mieux comprendre à l'université, au laboratoire, un peu comment ça se passait, on a fait différents travaux sur l'impact des revêtements. Et on a réalisé une étude avec l'OFB. C'était une enquête nationale sur les pratiques des plaisanciers autour de 3 axes. Leurs pratiques en matière d'anti-fouling, la conscience des impacts environnementaux, et est-ce qu'ils sont prêts à évoluer vers des solutions dites plus propres. Alors, on a eu plus de 1500 participants, 51% en Bretagne. L'étude était faite au départ en Bretagne, et il faut savoir aussi que 25% des plaisanciers sont immatriculés en Bretagne aussi. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on s'aperçoit que la majorité
sortent moins d'une fois par semaine. Et malgré ça, on en a déduit que les participants étaient des pratiquants assidus. Parce qu'il y a une étude qui a été faite en 2010 sur tous les plaisanciers français et qui a montré que 50% des plaisanciers sortaient 15 à 30 jours par an. Donc ce qui fait très peu. Et ce qui explique en fait le cœur du problème des anti-fouling, ça va se retrouver dans les ports et les marinas, où l'eau, en plus d'être très peu renouvelée, les bateaux ils vont y passer 90% de leur temps. Et derrière, la question c'est, est-ce qu'ils utilisent des revêtements anti-fouling? Et on s'aperçoit, 95% utilisent des revêtements anti-fouling. Les 5 autres, ça va être du nettoyage plus régulier, ou alors on sort les bateaux. Et dans ces 95%, 80% utilisent des produits contenant des biocides. Seulement 3% utilisent des produits avec des produits à base de silicone, les FRC. Alors pourquoi? Les FRC ont été développés plus récents, les législations européennes sont récentes aussi. Mais un critère intéressant, c'est que pour eux, le premier choix de critère, c'est la recherche d'un produit performant. Et donc, pour la population, pour les plaisanciers, le produit performant dit biocide. Pourtant, on s'aperçoit que la majeure partie est sensible à l'impact environnemental de sa peinture. Alors, nous, les questions qu'on s'est posées, est-ce que c'est un manque de sensibilisation ou alors c'est un manque de réglementation sur l'étiquetage? Parce qu'aujourd'hui, si vous allez dans un magasin d'accastillage qui vend des peintures anti-fouling, vous trouvez des peintures à base de biocide où il est écrit « solution écologique »,« solution environnementale ». Et donc, est-ce qu'il y a du travail aussi à faire là-dessus? Mais la deuxième question qu'on s'est réellement posée, c'est est-ce qu'il existe une solution propre aujourd'hui? Donc nous avons réalisé une autre enquête, toujours avec l'OFB et le Finistère 360, pour faire un état des lieux des solutions commerciales. On a pris différentes peintures commerciales à base de biocides ou des FRC. On a aussi étudié d'autres techniques comme les ultrasons, le parfouling. Alors parfouling, c'est une bâche qu'on met sur la coque du bateau quand celui-ci est taqué, ou un nettoyage mécanique, c'est-à-dire une brosse, ou le Karcher. On a fait cette étude sur 4 sites d'immersion dans le Morbihan et dans le Finistère, et aussi 4 bateaux tests en utilisant la science participative. Et on a travaillé sur ça pendant 2 ans. En parallèle, on a déterminé les molécules impactantes dans les solutions commerciales. Alors, autant dans les solutions contenant des biocides, on a trouvé du cuivre, du zinc, c'est les biocides les plus utilisés, autorisés par la réglementation biocide, pas de souci. Mais là où ça a été étonnant, c'est qu'on a étudié les autres peintures, on a retrouvé des phénols, des phtalates, des dérivés benzéniques, des retardateurs de flamme, donc tous ces produits qui sont aussi très impactants pour l'environnement. Et en parallèle, nous avons réalisé des tests de toxicité. Alors, au niveau de l'efficacité, très rapidement, on s'est aperçu que les ultrasons, le parfouling et le nettoyage, ça avait des difficultés de mise en œuvre, des limites d'utilisation, énormément d'inconvénients. Et on a vu que l'efficacité des peintures, dans les conditions d'étude, les FRC, donc à base de silicone, ces revêtements avec des propriétés de surface intéressantes, étaient bien plus efficaces, que les peintures à base de biocides. Et pour les peintures à base de biocides, on a vu des différences selon les sites d'immersion. Alors ça, c'est dû en fait que le biocide, il va avoir un spectre d'action plutôt sur une algue, plutôt sur une bactérie, ce qui explique ces différences-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a étudié le taux de biocide libéré, donc en utilisant une norme qui est un peu particulière, on pourra en reparler plus tard, et on a trouvé des taux de libération supérieurs à 50 microgrammes par litre par centimètre carré en 45 jours. Au niveau toxicologie, les premières études faites chez Artemia, qui est un petit crustacé, on s'est aperçu que le résultat était logique. Les peintures à base de biocides sont plus impactantes, on retrouve plus de mortalité sur ces peintures-là. Par contre, quand on est arrivé sur une diatomée, on s'est aperçu qu'on avait une toxicité similaire. Le pourcentage d'inhibition de la diatomée, en fait, il est le même sur les peintures à base de silicone, FRC, dites non polluantes, et les peintures à base de biocides. Et ce résultat, encore une fois, on l'a retrouvé sur les larves de poissons, où on voit un taux de mortalité similaire, aussi bien sur les FRC que les peintures à base de biocides. Donc, la conclusion, c'est est-ce qu'il y a une solution efficace et sans impact? Ça ne semble pas exister aujourd'hui. Pour terminer sur cette partie impact, alors je vais vous présenter une étude qui n'a pas été faite au laboratoire, mais qui a été faite à l'Université de Toulon, mais qui est assez marquante et qu'on présente souvent. C'est une étude spatiale de la rade de Toulon sur la présence de métaux lourds dans les sédiments. Alors pourquoi la rade de Toulon? C'est clair, c'est qu'au niveau anti-fouling, c'est très intéressant, et on retrouve des quantités de métaux lourds, du plomb, du cuivre, du mercure, du zinc, dans des quantités très importantes. Et ça n'a pas que dire avec des peintures anti-fouling, parce que la rade de Toulon, il y a peu de renouvellement d'eau, mais il y a surtout la marine nationale.
Et clairement, ces quantités de métaux lourds sont dues à la présence de la Marine nationale et des peintures anti-fouling utilisées par la Marine nationale. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'aujourd'hui, on n'a encore pas de recul sur ce que j'ai appelé les nouveaux polluants, les nouveaux additifs introduits dans ces peintures, les retardateurs de flamme, les phénols, les phtalates. On n'a pas encore été mesurer ça. Mais je pense que si on continue comme ça, dans 10, 15 ans, 20 ans, on va retrouver les mêmes choses sur ces nouveaux polluants. Donc, clairement, au niveau du laboratoire, maintenant, c'est comment développer des nouveaux revêtements moins impactants. C'est un peu nos projets. Alors, on a décidé de travailler à différentes échelles. Trouver des solutions à court terme, parce qu'il est quand même très important de diminuer l'impact environnemental rapidement. Alors pour ça, on est parti d'une solution qui nous paraissait assez simple. On prend ce qui se fait pour les peintures biocides, on prend ce qui se fait pour les peintures fouling release, et on les mélange. Donc pour ça, un peu de chimie, je suis désolé. On va utiliser un polymère qui est biodégradable, d'accord, donc qui va avoir très peu d'impact sur l'environnement, mais qui va permettre, lors de sa dégradation, de libérer un peu de biocide. Et un silicone, je vous ai expliqué que c'était le polymère utilisé dans les FRC. On va mélanger, c'est déjà utilisé en anti-fouling, ces deux polymères-là, ils sont non toxiques, il y a un faible coût. Et nous, pour limiter l'impact, qu'est-ce qui nous a intéressé? On a réduit la quantité de biocide qu'on mettait dans les revêtements. On a des quantités de biocide de l'ordre de 7% de molécules actives, contre les peintures commerciales aujourd'hui qui varient entre 25 au minimum jusqu'à 80% de biocide. Et on a vérifié que nos polymères se dégradaient bien pour libérer le biocide. On a fait de l'efficacité en immergeant nos peintures au port de Lorient. On s'est aperçu qu'au 18 mois en conditions statiques, on avait des résultats qui étaient similaires à des peintures commerciales, voire bien supérieurs. On a encore quelques problèmes d'érosion et d'adhésion à régler, mais c'est déjà intéressant. Et surtout, quand on a fait les études sur la libération de biocide, on s'est aperçu qu'en cumulé, qui est différent de ce que je vous ai présenté tout à l'heure, on avait en 300 jours 50 microgrammes par litre par centimètre carré, ce qui est 5 à 6 fois inférieur à ce qu'on retrouve sur les peintures commerciales en 45 jours. Donc, ce système-là semble permettre de limiter l'impact environnemental à court terme. Ce n'est pas une solution à long terme, clairement. Mais c'est peut-être une solution sur ces peintures dites hybrides. Après, on va un peu plus loin. Quelles sont les solutions à moyen terme? Donc là, clairement, les biocides, non, on ne peut pas en entendre parler. Si on veut limiter l'impact environnemental, on ne peut plus utiliser de biocides. Donc on s'est concentré sur le deuxième type de revêtement, les fameux FRC à base de silicone. Alors la littérature, elle explique qu'il faut avoir une surface hydrophobe. En gros, la peinture, elle n'aime pas l'eau. Une faible énergie de surface. Ça veut dire que les interactions entre la surface et les organismes marins sont très faibles. Une faible rugosité. Plus vous avez de rugosité, plus ça crée des niches dans lesquelles les organismes vont pouvoir venir se développer et donc créer ce fameux biofouling. Et un faible module élastique, en gros, un matériau assez souple. C'est ce qui est écrit dans la littérature. Alors si on utilise les silicones seuls, on s'aperçoit, ce que je vous ai dit, pas efficace en statique, mais aussi pas efficace contre les algues. Donc, vous l'avez vu, on utilise énormément d'additifs à l'intérieur pour augmenter leur efficacité. Et aujourd'hui, en plus des additifs dont je vous ai parlé précédemment, on retrouve énormément aussi d'huile silicone. Alors, les huiles silicone, on les libère, c'est non dégradable, c'est bioaccumulable. Donc, clairement, on a des problématiques de microplastiques. Et plus tard, dans la suite de la présentation, je vous parlerai moi de la deuxième source, qui sont les composés hydrophiles. Alors, sur ça, on a décidé d'étudier ces FRC, un peu de comprendre comment ça fonctionnait. Et on a réalisé une étude sur la taille de ces molécules, la taille de ces polymères, pour comprendre si ça avait un impact, une influence sur l'efficacité et sur les propriétés. Alors clairement, sur les propriétés, on retrouve les propriétés énoncées précédemment, une faible rugosité, un faible module élastique, un revêtement donc assez souple, très peu d'interactions possibles avec les organismes marins, mais clairement, pas d'impact significatif de la masse molaire sur les propriétés. Et pourtant, quand on immerge ces revêtements dans l'eau, on le voit très clairement sur le 2K et le 4K, au bout de 4 mois en immersion statique, on a des différences. Et c'est encore plus flagrant à 11 mois aujourd'hui, où quand vous passez le doigt sur le 4K, on enlève tout le fouling présent à la surface. Ce qui veut dire qu'en fait, il n'y a pas d'adhésion irréversible. Alors que sur les autres, on est clairement sur l'adhésion irréversible. Aujourd'hui, on y trouve des encroûtants, des algues. Donc, la masse molaire a bien un effet sur l'efficacité. Ce qui nous a permis déjà de nous dire, OK, on va travailler avec le 4K, c'est celui qui est le plus prometteur à la base, et on va pouvoir aller sur la deuxième partie, qui est ces fameux additifs.
Alors, pourquoi un additif, en fait, hydrophile, hydrophobe? En gros, ça crée une ambiguïté. Les organismes, ils ne savent pas où aller se mettre sur la surface. Ils n'aiment pas, donc ils n'adhèrent pas. Il faut savoir que commercialement, ça existe déjà. On utilise un polymère qui s'appelle le PEG. Ça a été étudié dans l'étude Finistère 360. Et la première question qu'on s'est posée, mais c'est comment obtenir des revêtements efficaces à partir d'une molécule hydrophile et hydrophobe. Et clairement, je ne vais pas vous présenter l'étude, mais la compatibilité, c'est le facteur clé. Il faut que cette molécule hydrophile et hydrophobe soit compatible et qu'on ait un revêtement homogène. Alors, pourquoi aussi on s'intéresse à enlever le PEG? Le PEG, il faut savoir qu'il s'oxyde en milieu marin, donc problématique de bioaccumulation encore une fois. Et de plus, sa synthèse, elle est dangereuse. On parle d'un monomère qui est explosif, donc c'est quand même pas la synthèse idéale. Donc, toujours dans les solutions à moyen terme, on a décidé de changer ces additifs-là. On est parti sur un polymère qui s'appelle la polyoxazoline. Pourquoi sur celui-là? Tout simplement, dans la littérature, propriétés physico-chimiques identiques au PEG. Et dans la littérature, plus stable à l'oxydation, on s'est dit que c'était un bon candidat. On a fait des revêtements avec, on a étudié les propriétés. Qu'est-ce qu'on en retient de ça? Vous pouvez le voir sur la photo en bleu et rouge. Clairement, pas de compatibilité entre le POX et le silicone. On voit des gros domaines bleus, donc c'est très hétérogène, contrairement au PEG, où on voit une meilleure répartition des points verts sur la photo. Et des rugosités, encore une fois, beaucoup plus élevées. Pourtant, dès qu'on est passé au test microbiologique, on s'est aperçu que sur les différentes bactéries ou microalgues étudiées, on avait clairement une augmentation des propriétés anti-adhésives du PDMS. Donc l'utilisation de ce polymère augmente l'efficacité du PDMS, tout comme le PEG. Donc, ces additifs peuvent être intéressants aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on continue à travailler sur la compatibilité entre la POX et le PDMS, mais on travaille aussi sur de nouveaux additifs, encore moins impactants, c'est-à-dire des polymères qui sont biosourcés, biodégradables, ce qui semble quand même l'avenir sur les questions environnementales. Et pour finir, je vais vous présenter les solutions à long terme, à très long terme. C'est-à-dire que, après tout, dans les solutions FRC, je vous ai parlé des silicones, c'est peut-être lui le problème aussi, au niveau d'une solution environnementale. Le silicone, il est pré-ressourcé, il est non dégradable, c'est-à-dire qu'aussi bien sa production que son devenir pose problème. Donc, on s'est intéressé à un polymère qui est assez à la mode aujourd'hui, c'est les PHA. Alors, c'est un polymère hydrophobe, non toxique, mais ce qui est surtout intéressant, c'est que c'est un polymère qui est biosourcé. Alors, biosourcé, il est produit par les bactéries. En fait, elles produisent ça lors d'une réponse à un stress. C'est pour elles une source de carbone qu'elles vont pouvoir utiliser par la suite. Et donc, la structure des PHA obtenus, elle va être dépendante de l'espèce bactérienne utilisée, mais aussi de ce qu'on leur donne à manger. Et ce qui est très intéressant, c'est que si la bactérie elle est capable de le produire, elle est capable de le dégrader. Donc ce polymère, en plus d'être biosourcé, il est biodégradable. Donc tout comme on a fait jusque-là, on a réalisé des revêtements, on y a même mis des additifs avec du PEG intérieur pour avoir ce côté hydrophile, voir ce que ça donnait. On a fait les mesures des propriétés physico-chimiques. Alors là, on s'aperçoit qu'on a aussi bien des propriétés proches des silicones, voire très éloignées. Et pourtant, encore une fois, sur les deux PHA utilisés, quand on fait les tests d'adhésion sur des bactéries, sur des microalgues, en fait, on s'aperçoit qu'on a des efficacités qui sont similaires au revêtement PDMS avec ou sans PEG. Donc, il semblerait bien que ce polymère, un jour, puisse venir remplacer le PDMS et diminuer l'impact environnemental de ces peintures anti-fluo. Alors, pour conclure sur cette présentation que je vous ai faite aujourd'hui, clairement, aujourd'hui, il n'y a pas de solution miracle. Trouver une solution universelle, on n'y croit pas. Chaque lieu d'immersion est différent, chaque est composé de différents organismes, donc ça ne peut pas fonctionner. Les enquêtes faites ont montré aussi qu'il était nécessaire de mieux sensibiliser les utilisateurs. Aujourd'hui, on le fait pas mal avec l'OFB, on fait des conférences destinées au public pour vraiment sensibiliser les plaisanciers sur les problématiques anti-fouling. Nécessité de développer les nouveaux revêtements. Et aujourd'hui, il y a eu beaucoup de travaux sur la partie chimique, mais ce qu'il faut savoir, c'est que je pense qu'il est très intéressant d'aller mieux comprendre les phénomènes d'adhésion, pourquoi une bactérie elle va venir sur ces surfaces spécifiques. Et je pense que c'est comme ça qu'on va pouvoir résoudre le problème. Et à mon avis aussi,
bah, clairement la prise en compte de la dimension environnementale. Aujourd'hui, il y a très peu de projets en anti-fouling où on voit des études écotoxicologiques, toxicologiques, des ACV, des analyses de cycle de vie. En fait, on ne prend pas ça en compte. On voit trop de publications où on utilise le terme environnemental, et quand on fouille la publication, on utilise des catalyseurs à base de métaux, des CMR, des choses comme ça. Donc, il faut vraiment travailler sur cette dimension environnementale. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont travaillé sur ces projets, mes collaboratrices, et les différents financements, et vous de m'avoir écouté. Merci. Merci Fabrice. Est-ce que vous avez des questions? Ah oui. Bonjour. Bonjour, je ne sais pas si ça fonctionne. Oui, ok. Merci. C'est vraiment super talk, j'ai vraiment bien apprécié. Même à 8 h du matin, c'était vraiment super. Et ouais, alors je me posais la question, l'impact des plaisanciers versus la marine marchande, la marine nationale, est-ce qu'il est vraiment aussi significatif que ça? Et alors, oui, parce qu'en fait, la marine marchande passe très peu de temps à quai. Donc, en fait, la libération de ces additifs va se faire dans une grosse quantité d'eau, donc très grosse dilution. Donc, au final, aujourd'hui, la marine marchande utilise encore des produits qui sont interdits aux plaisanciers, clairement. Parce que la pollution des côtes, et comme je vous l'ai montré avec la rade de Toulon, c'est une grosse problématique. Nous, on souhaite réaliser la même étude qui a été faite à Toulon sur la rade de l'Orient, parce qu'on a aussi la présence de Naval Group, et on se pose vraiment ces questions-là. Et effectivement, pour nous, les plaisanciers, c'est quand même la problématique majeure, mais c'est aussi là où on peut intervenir plus facilement. Et je me posais une deuxième question, et après je vais céder la parole. Je me demandais si finalement, j'ai entendu 30 jours en fait, d'utilisation en fait, des bateaux pour les plaisanciers en moyenne. C'est ça, ouais. Ça que vous avez dit. Est-ce que finalement, l'une des solutions, ce ne serait pas de dire, s'il n'y a pas une utilisation régulière, par exemple toutes les semaines ou toutes les 2 semaines des bateaux, on devrait les sortir, ouais. Non? Ce serait une très bonne solution. Mais aujourd'hui, on arrive sur une problématique qu'on connaît clairement en Bretagne. En Bretagne, il n'y a plus de place ni dans les ports, ni dans les ports à sec. En fait, il y a tellement de gens qui ont des bateaux qu'on ne sait plus où les mettre en Bretagne. C'est quand même une grosse problématique. Et le coût de rentrer, sortir son bateau, ça ne marche pas. Et quand on interroge les gens aussi sur ces pratiques-là, clairement, le plaisancier dit « Oh, je sors 15 jours par an, mais j'ai envie le matin à 8 h de pouvoir sortir à 8 h 15 » Donc il y a une question aussi de confort et de sensibilisation, pour moi. Parce que l'anneau est cher aussi, dans les ports. Alors, oui, mais pour les personnes qui ont des bateaux, ce n'est pas une problématique. Je vais le voir comme ça. Oui. Bonjour, Nathalie de Lorient. Alors, j'ai tout compris, presque, ce qui est une performance. Hein. Question très pratique, la solution à court terme, elle va être commercialisée quand? Alors, il y a eu un brevet déposé sur cette solution à court terme qui finalement n'a pas été exploité par la première entreprise. Et aujourd'hui, on travaille avec une deuxième entreprise qui souhaite reprendre le brevet. Et il y a une thèse qui se finit dessus, là, sur les dernières problématiques. Et ils ont quelqu'un en entreprise qui travaille sur ces problèmes d'érosion et d'adhésion. Donc, c'est peut-être quelque chose qui verra le jour dans 5 ans. Voilà. On est quand même optimiste là-dessus. Mais les choses évoluent tellement vite aussi que si ça se trouve, elle ne verra pas le jour et on sera directement en solution à moyen terme. On se pose aujourd'hui beaucoup de questions. Et la directive biocide est aussi très compliquée parce que ça fait 10 ans que ça n'avance pas et que donc les industriels ne savent pas où ils vont. Donc là, on est un peu bloqué. Bonjour Fabrice, belle Bonjour. Présentation effectivement. Juste une question sur les voies de production de PHA avec effectivement les bactéries. Est-ce que tu sais d'ores et déjà quelles sont les conditions de stress qui permettent réellement d'amplifier cette production? Deuxième question, d'un point de vue biochimique ou d'un point de vue enzymatique, savez-vous d'ores et déjà véritablement quelles sont les voies de métabolites impliquées? Et enfin, je te laisse répondre et j'aurai une dernière question juste après, s'il te plaît.
Alors, effectivement, hein, toutes ces voies sont bien connues et aujourd'hui bien décrites. Il y a beaucoup de laboratoires qui travaillent sur la production de ces PHA. Nous, on travaille avec un laboratoire à Brest qui développe ça. On travaille avec une industrie dans le Pacifique qui s'appelle Pacific Biotech, qui développe aussi des PHA, qui maîtrise ce développement bactérien. En fait, le PHA qu'on va obtenir dépend du stress qu'on lui donne et de ce qu'on lui donne à manger. Donc, clairement, il existe différentes voies métaboliques pour obtenir le polymère. Et en fait, c'est ça qui est assez compliqué, c'est qu'on arrive très bien à le faire en laboratoire, dans des Erlenmeyer, mais dès qu'on passe sur des photoréacteurs, sur des plus gros volumes, eh ben, on n'a pas les mêmes réponses. Et c'est souvent là où c'est problématique, et donc j'en ai pas parlé, mais clairement aujourd'hui, c'est même pas envisageable de peindre une sonde avec du PHA. Aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée, on vient d'acheter 12 grammes de PHA, ça nous a coûté 12 000 €. Donc, on n'y est pas. C'est pour ça que je parlais de solutions à très très long terme. Les seuls pays qui produisent aujourd'hui du PHA sont les Chinois. On arrive à trouver, on a utilisé un PHA chinois qui donnait des bons résultats, qui au niveau des propriétés n'était pas bonne, mais ils sont capables de produire des centaines de grammes, des kilos. Mais aujourd'hui, c'est une grosse problématique. Hein. C'est utilisé dans la cosmétique, même dans l'agroalimentaire, on en parle beaucoup pour faire des films d'emballage. Le coût est trop élevé aujourd'hui. Oui, parce qu'en France, on dépose effectivement beaucoup de brevets, mais voilà, la durabilité véritablement de l'exploitation, voilà, c'est souvent le problème. Alors, dernière question, le PHA synthétique, en fait, il coûte combien aujourd'hui? Le PHA synthétique, c'est-à-dire le PHA qu'on synthétise en laboratoire ou produit par les bactéries? Produit par, effectivement, donc, la boîte de la pétrochimie au laboratoire. Alors, nous, on n'en produit pas en pétrochimie. On fait que, en fait, les PHA sont des polyesters, donc ça existe déjà depuis longtemps. Je vous ai parlé tout à l'heure dans les polyesters, c'était les sujets des hybrides avec les PLA, les PCL, des choses comme ça. Ce sont des analogues, on va dire. Donc ça coûte pas très cher. Mais pour avoir ces structures typiques des PHA, formées par les bactéries, personne ne les synthétise en laboratoire. On ne fait que de la voie bactérienne. Voilà. Olivier, si tu me permets peut-être une dernière question. Vas-y. Merci. Tu penses qu'ici à La Réunion, on a des bactéries ou Oui. effectivement sur l'océan Indien qui pourraient peut-être avoir des métabolismes qui pourraient amplifier cette synthèse-là? Complètement. Il y a aujourd'hui, Pacific Biotech travaille sur des souches bactériennes de l'océan Indien. Et ce qui est plus étonnant aujourd'hui, c'est qu'on arrive à voir aussi des diatomées, des microalgues qui produisent ces PHA-là. Et ça, c'est très peu étudié. Et pourtant, c'est peut-être la solution parce que les diatomées seraient capables de produire beaucoup plus, vu qu'elles sont plus grosses que des bactéries. Mais voilà, on n'y est pas encore. Merci en tout cas pour ces réponses. De rien. Merci à tous, merci Fabrice De rien. pour cette présentation. Donc avant de passer, attendez 2 petites secondes, avant de passer aux sessions en parallèle, petit message pour le gala de ce soir.